Le Qatar dit vouloir offrir un avion d'une valeur de 400 millions de dollars à Donald Trump. Trump dit que ce serait stupide de refuser alors que les accusations de corruption fusent. Alors ce sujet, c'est l'un des sujets parmi tant d'autres qui fait réagir à l'occasion du déplacement du président américain. Arabie Saoudite, Qatar ou encore Émirats Arabes Unis. Le président américain Donald Trump a commencé ce mardi sa première tournée diplomatique depuis son retour au pouvoir. Alors pourquoi est-ce qu'elle fait autant parler? Alors aujourd'hui, on va parler politique mais aussi business de la famille Trump. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors tout cela, ce n'est pas nouveau puisque pendant son premier mandat, le président américain Donald Trump avait déjà choisi l'Arabie Saoudite comme destination pour son premier déplacement à l'étranger. 8 ans plus tard, il renouvelle donc ce choix. L'Arabie Saoudite est la première étape d'une tournée de 4 jours. Un déplacement avec l'objectif de rencontrer certains des États les plus riches et les plus ambitieux du monde pour y conclure de nouveaux accords. Alors on va revenir sur l'aspect économique et business qui est un enjeu majeur de cette tournée, mais tout d'abord parlons de diplomatie. En effet, Donald Trump et les pays du Golfe devraient aborder de très nombreux sujets géopolitiques lors de leur rencontre. Parmi eux, il y a d'abord la question de Gaza et des Palestiniens. L'administration de Donald Trump pousse en faveur d'un nouveau mécanisme d'acheminement de l'aide alimentaire sur le territoire palestinien. Alors que, on en parlait encore hier, l'accès humanitaire est totalement bloqué depuis plus de 2 mois par Israël et la situation devient plus critique que jamais. Trump devrait donc pousser pour la signature d'une nouvelle trêve entre Israël et le Hamas, alors qu'en parallèle, on l'a vu réussir à obtenir la libération du dernier otage américain vivant qui était présent à Gaza en négociant directement avec le Hamas. On revient là-dessus juste après. Donald Trump pourrait aussi revenir sur le processus de normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël, un processus qui avait été entrepris et qui vise donc à rétablir des liens diplomatiques officiels entre les deux pays. Il faut savoir que ce processus, il a été totalement gelé suite aux attaques du Hamas le 7 octobre 2023. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite affirme qu'aucune normalisation et donc reconnaissance mutuelle entre les deux pays ne serait possible sans la création en parallèle d'un État palestinien indépendant et pleinement reconnu. Autre sujet diplomatique important, c'est la question du nucléaire iranien. En effet, les États-Unis et l'Iran ont décidé de mener des négociations pour tenter de parvenir à un nouvel accord. L'objectif de cet accord, ce serait quoi? On en a parlé il y a quelques jours. Ce serait d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. En échange de quoi? En échange d'une levée progressive, donc d'une fin progressive des sanctions sur l'économie iranienne. Alors selon le chercheur Joseph Baoud, cité par France 24, il s'agirait donc, je cite, de mettre au courant les pays du Golfe et de les préparer à l'éventualité d'un accord, même si donc, pour être très précis, il faut être très clair là-dessus, Trump ne va pas rencontrer les dirigeants iraniens lors de cette visite. Enfin, dernier point important de cette rencontre, à mi-chemin entre des questions d'économie et de diplomatie, c'est la question du prix du pétrole. C'est encore une fois un sujet important. Trump souhaite augmenter la production de pétrole venant des États-Unis. Mais le truc, c'est que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis souhaitent eux aussi augmenter massivement leur production de pétrole. Or, le prix du baril de pétrole, il est fixé par l'offre et par la demande mondiale. Et disons les choses de façon très simple, plus les grands producteurs comme l'Arabie Saoudite ou les États-Unis augmentent leur production de pétrole, plus tout cela va faire baisser les prix, ce qui peut rendre donc certaines exploitations américaines moins rentables puisqu'elles dépendent fortement du prix du baril sur le marché international. Ce sera donc un gros sujet de négociation puisque Trump veut produire davantage, mais il y a en parallèle cet enjeu à ne pas faire baisser les prix pour eux. Ça, c'est donc les sujets diplomatiques, mais il faut savoir que cette visite, elle fait pas mal polémique. La première raison, elle concerne le prince héritier et le premier ministre d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, qui fait partie aujourd'hui des interlocuteurs privilégiés. Il a rencontré Donald Trump aujourd'hui. Celui que l'on appelle plus couramment MBS, c'est aujourd'hui une figure extrêmement controversée. Alors on va pas revenir en détail sur tous les éléments, je vous renvoie notamment à un livre qui est sorti il y a quelques années, qui était très bien sur le sujet, un livre qui s'appelle Du pétrole et du sang, ou Blood and Oil en anglais. Mais donc malgré ses efforts pour se présenter comme un réformateur, l'image de MBS, elle est aujourd'hui entachée par de très nombreuses affaires. On peut citer par exemple l'assassinat du journaliste Jamal
Khashoggi, mais aussi la guerre au Yémen ou encore la répression importante dans son pays. Alors parmi les choses qui ont été discutées entre MBS et Donald Trump, eh bien un contrat d'armement et pas n'importe lequel, puisque les États-Unis ont annoncé signer un contrat d'armement de 142 milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite selon la Maison-Blanche. La Maison-Blanche déclare même qu'il s'agit, je cite, du plus grand accord de vente de matériel de défense de l'histoire. On vous tient au courant évidemment dès qu'on a plus de détails sur cette information. Alors après, il faut rester très factuel sur tout ça. Trump est très loin d'être le seul chef d'État à parler à MBS. Un certain Emmanuel Macron, par exemple, s'est fortement rapproché de lui. Et en fin d'année dernière, la France avait même annoncé un partenariat stratégique entre la France et l'Arabie Saoudite après une rencontre entre les deux chefs d'État. Bon, mais l'autre polémique importante en ce moment, c'est les frontières, disons, très floues entre politique et business. Bon, la première affaire, on en a déjà parlé sur notre compte Instagram, il est tout récent, c'est la volonté de la famille royale du Qatar d'offrir gratuitement donc à Donald Trump un Boeing 747-8 Jumbo, un avion d'une valeur de 400 millions d'euros selon plusieurs estimations, un avion qu'il pourrait utiliser en tant que président des États-Unis, mais aussi pour son usage personnel après son mandat. Alors suite à l'annonce, de nombreux élus américains ont affirmé craindre que ce geste ne serve à acheter la bienveillance des États-Unis, ou plus précisément de Donald Trump vis-à-vis du Qatar, des accusations de corruption donc, en quelque sorte. Donald Trump a réagi, déclarant que ce serait, je cite, stupide de refuser un tel cadeau, ajoutant, je cite, je ne suis pas du genre à refuser une telle offre, fin de citation. Et le deuxième sujet qui mêle également politique et investissement personnel de Donald Trump, c'est justement ce que l'on appelle la Trump Organization. En fait, Donald Trump, avec ses deux fils, dirige ensemble un véritable empire immobilier dans la région. On parle notamment d'un terrain de golf à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, d'une Trump Tower à Jeddah en Arabie Saoudite, ou encore d'un projet immobilier de plusieurs milliards de dollars auxquels ils sont associés. Et donc, alors que Donald Trump négocie sur des sujets diplomatiques, en tant que président donc, certains craignent qu'il cherche aussi à avantager ces sociétés privées en bénéficiant directement de certains contrats, certains partenariats ou certains investissements qu'il pourrait faire dans la région. Ça, c'est donc les accusations de collusion et de conflit d'intérêts sur cette question économique. Enfin, dernier élément intéressant dans le contexte actuel que l'on peut noter dans la visite de Donald Trump, qui n'a rien à voir en l'occurrence avec ce qu'on a évoqué ici, c'est l'absence d'une visite de Trump en Israël. Et pourquoi est-ce que ça paraît surprenant? Ça peut paraître surprenant quand on sait que les États-Unis sont justement l'allié historique d'Israël, et même d'ailleurs plus précisément du gouvernement israélien, là où typiquement de nombreux chefs d'État européens ont pris leur distance ces derniers jours. Alors selon certains médias, des responsables israéliens auraient même fait pression en privé sur l'administration de Donald Trump pour qu'elle ajoute Israël à son itinéraire, mais pour le moment, aucune visite en Israël n'est prévue. Alors comment l'expliquer? Eh bien, on l'a dit ces derniers jours, il y a eu vraiment des initiatives prises uniquement et directement par les États-Unis. On peut parler de la libération ce lundi de l'otage israélo-américain Edan Alexander, qui a par exemple été le fruit de négociations directes entre les États-Unis et le Hamas sans impliquer Israël. D'autres récentes initiatives américaines soulignent cette forme de détachement. On peut parler par exemple d'un cessez-le-feu qui a été négocié avec les rebelles Houthis au Yémen, un cessez-le-feu qui a été négocié contre les navires américains en mer Rouge, mais sans exiger également l'arrêt des tirs en direction d'Israël. Enfin, un dernier élément, il y a eu donc ces annonces de négociations potentielles entre l'Iran et les États-Unis sur la question du nucléaire iranien. On sait aujourd'hui, selon plusieurs médias et plusieurs sources, que, en l'occurrence, Israël n'était pas forcément favorable à ces négociations directes et aurait souhaité davantage une pression militaire. Alors maintenant, là aussi, il faut rester précis, il faut nuancer tout ça. Ce serait complètement exagéré de dire que Trump a rompu avec le gouvernement israélien. Sa présidence et son équipe continuent à défendre Israël dans la situation actuelle. Ils n'ont par ailleurs montré que peu de regards critiques, par exemple sur la situation humanitaire catastrophique à Gaza, qu'on va continuer d'ailleurs à évoquer juste après ce sujet. Mais ce que ça montre donc, c'est que pour Donald Trump, ce qui compte plus que tout, c'est bien ses intérêts et ou en tout cas ceux des États-Unis, au-delà donc des intérêts de ses alliés historiques. Bref, on va suivre attentivement les déclarations officielles qui sortiront de cette tournée américaine. En attendant, je vous laisse avec Lisa pour le reste de l'actualité importante et notamment donc un nouveau point sur la situation à Gaza et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. La faim est utilisée comme arme de guerre dans la bande de Gaza selon un nouveau rapport de l'ONG Médecins du Monde publié ce mardi. L'organisation déplore les restrictions intolérables
contrôle imposé par les autorités israéliennes sur l'acheminement de l'aide à Gaza. On en parle depuis des semaines. Depuis le 2 mars, le territoire palestinien subit un blocus total imposé par Israël qui bloque l'entrée de toute aide humanitaire, alimentaire, médicale et de carburant. Selon l'ONG qui s'est basée sur les données de 6 centres de santé qu'elle gère à Gaza, en 2024, donc avant le blocus, près d'un bébé de moins d'1 an sur 4 et 19% des femmes enceintes et allaitantes étaient déjà identifiées comme souffrant de malnutrition aiguë. La bande de Gaza aurait atteint des niveaux de malnutrition comparables, je cite, à ceux observés dans les pays confrontés à des crises humanitaires prolongées s'étalant sur plusieurs décennies, comme le Yémen ou le Nigeria. Médecins du Monde précisent cependant ne pas pouvoir déclarer officiellement qu'une famine est en cours en raison du manque de données complètes sur l'ensemble du territoire palestinien. Parallèlement, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé ce mardi que l'armée israélienne entrerait avec toute sa force à Gaza dans les jours à venir et ne voit pas de scénario dans lequel l'armée israélienne arrêterait la guerre. Il a enfin déclaré qu'Israël cherchait actuellement des pays prêts à accueillir les habitants de Gaza. On vous tiendra au courant. Deuxième actu, l'acteur français Gérard Depardieu a été condamné ce mardi à 18 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. Il n'ira donc pas en prison. Le comédien, qui n'était pas présent lors du verdict, a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur 2 femmes lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. Gérard Depardieu ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés et son avocat a déjà déclaré qu'il ferait appel de cette décision. En plus de la prison avec sursis, Gérard Depardieu a été condamné à verser 4 000 et 2 000 euros de dommages et intérêts aux 2 victimes. Il sera aussi inscrit au fichier national des auteurs d'infractions sexuelles. Ces dernières années, Gérard Depardieu a été accusé d'agression sexuelle par une vingtaine de femmes, mais plusieurs procédures ont été classées sans suite car les faits sont prescrits, donc trop anciens pour faire l'objet de poursuites ou d'actions en justice. La justice a cependant requis un procès à son encontre suite à la plainte pour viol en 2018 de la comédienne française Charlotte Arnoux. La juge d'instruction chargée du dossier doit encore décider d'ordonner un procès ou non. Troisième actu, les services publics comme les écoles, les crèches municipales, les hôpitaux ou universités se sont mis en grève ce mardi. Plus précisément, 5 des 8 syndicats de la fonction publique ont appelé à la mobilisation et à la grève. Il s'agit de la CGT, l'UNSA, la FSU, Solidaire et la CFE-CGC. Parmi leurs revendications, une meilleure rémunération et de meilleures conditions de travail. Ils demandent par exemple la suppression de tout jour de carence, donc les jours non rémunérés lorsqu'on est en congé maladie. Les syndicats ont également dénoncé les 40 milliards d'euros d'économies prévues par le gouvernement dans le budget 2026. L'université est particulièrement touchée par les ajustements budgétaires avec des coupes dans les crédits pour l'enseignement supérieur et la recherche, annoncé le 25 avril. Quatrième actu, l'influenceuse et femme d'affaires américaine Kim Kardashian a témoigné ce mardi dans le cadre du procès de son braquage survenu en 2016 à Paris. Surnommé le procès des papiers braqueurs, il s'est ouvert le 28 avril dernier. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, en pleine Fashion Week, 2 hommes armés ont fait irruption dans sa chambre d'hôtel à la recherche de sa bague de fiançailles à 4 millions de dollars. Les 2 hommes l'avaient alors bâillonné et séquestré dans sa salle de bain avant de dérober autour de 9 millions d'euros de bijoux. Lors de son témoignage, Kim Kardashian a déclaré qu'elle était, je cite, certaine de mourir cette nuit-là. Elle a expliqué qu'elle aurait dit aux braqueurs qu'ils pouvaient tout prendre en leur demandant de l'épargner car elle avait des bébés. Elle raconte qu'elle était persuadée que les braqueurs allaient lui tirer dessus et qu'ils allaient la violer. 9 hommes et une femme comparaissent et sont soupçonnés d'avoir pris part d'une façon ou d'une autre au braquage. Les suspects sont essentiellement des hommes âgés. Le plus âgé avait 71 ans au moment des faits. Les auteurs risquent de la prison, potentiellement jusqu'à la fin de leur vie vu leur âge avancé. On vous tiendra au courant du verdict. Cinquième actu, en 2024, plus de 83 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur de leur pays, selon un rapport de l'Observatoire des situations de déplacement interne et du Conseil norvégien pour les réfugiés, publié ce mardi. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de la population de l'Allemagne. Alors ici, on parle de déplacés, donc des personnes qui ont dû partir de chez elles mais qui restent dans leur pays. Ce sont souvent des gens qui ont été contraints de fuir en raison d'un conflit, de violence ou de catastrophes naturelles et qui n'ont pas franchi de frontières internationalement reconnues. C'est différent des réfugiés qui fuient un pays pour s'installer ailleurs. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il s'agit d'un nouveau record. Fin 2023, on comptait 75,9 millions de déplacés dans leur pays. Ce nombre a d'ailleurs augmenté de 50% au cours des 6 dernières années, selon le rapport. Selon l'étude, cette hausse est due à l'intensification des conflits ces dernières années dans des pays et territoires comme la République démocratique du Congo, le Liban, la Palestine, le Soudan et l'Ukraine. À noter qu'en 2024, le Soudan comptait le plus grand nombre de déplacés
natalité jamais enregistrée dans un seul pays, 11,6 millions de personnes. Et on finit avec cette actu, plus de la moitié des 11-17 ans estiment que les mères savent mieux répondre aux besoins et aux attentes des enfants que les pères. C'est l'une des conclusions d'un rapport publié ce lundi par France Stratégie, un organisme chargé de conseiller le gouvernement sur les politiques publiques. L'étude s'intéresse plus particulièrement aux stéréotypes de genre, ces idées préconçues qui assignent aux femmes et aux hommes des caractéristiques ou des rôles en fonction de leur sexe. Et le sondage montre une adhésion précoce à ces stéréotypes chez les 11-17 ans. Alors même si les stéréotypes de genre ont diminué, certains clichés refont surface. Par exemple, 44% des adolescents considèrent que les femmes font de meilleures infirmières que les hommes et 40% adhèrent à l'idée qu'il est normal que les filles prennent plus soin de leur apparence que les garçons. Pour lutter contre ce phénomène, France Stratégie a formulé 20 recommandations touchant à la coparentalité, aux conditions de maternité en entreprise, aux réseaux sociaux ou encore à l'orientation scolaire et professionnelle. Merci beaucoup Lisa pour ces actualités. Alors au passage, pour tous les nouveaux qui découvrent ce format ces derniers jours, je vous rappelle qu'il est dispo en version podcast sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcast aussi, vous êtes très nombreux là-bas. N'hésitez pas simplement à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide beaucoup, jamais c'est pas encore le cas. Merci vraiment pour votre confiance, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.